on peut commencer directement. Quelle est donc ta première stat du jour à nous présenter sur les Portland Trail Blazers 2024? 0,82. Et on va pas faire les devinettes, je pense, parce que 0,82, ça pourrait être plein de choses. C'est les points par tir sur pick and roll de nos amis Trail Blazers cette année. De l'équipe, tu veux dire? Oui, de l'équipe. Alors, donc c'est la 3e pire efficacité de la ligue sur pourtant le pick and roll qui représente à peu près 20% de leurs tirs, ce qui est la 5e fréquence de la ligue. Donc on est en 5e plus grosse fréquence de la ligue et 27e efficacité. Pourquoi je voulais parler pourquoi je voulais parler de cette stat collective? Je sais qu'après on va plutôt rentrer sur de l'individuel, mais c'était pour poser quelques éléments de contexte sur cette équipe, pour qu'on comprenne mieux derrière, quand on va parler des individualités, dans quel contexte elles s'inscrivent. Qu'est-ce que ça dit, cette stat de pick and roll? Ça met déjà en valeur le fait que le guard play, donc le jeu des postes 1 et 2, enfin le poste d'initiation, ça a été très compliqué cette année. Très compliqué cette année, d'autant plus avec la blessure de Malcolm Brogdon. On en avait effectivement parlé en novembre lors de l'hebdo. Malcolm Brogdon, en début de saison, il s'est transformé en une espèce de pièce centrale d'un héliocentrisme de piètre qualité, mais en tout cas où Malcolm Brogdon avait beaucoup la balle dans les mains, prenait beaucoup de tirs et créait beaucoup. Il s'est blessé, il me semble, au mois de février, mais même il avait perdu un petit peu en utilisation à mesure que les Anthony Simons, Sheldon Sharp étaient revenus de blessure. Tout ça pour dire, voilà, le guard play cette année c'était très très compliqué. Et puis on parlera, je pense, aussi après de DeAndre Ayton, mais voilà, le pick and roll s'explique aussi parce que collectivement c'était du pick and roll par défaut, en fait. C'était une équipe qui faisait beaucoup de pick and roll parce qu'il n'y avait pas grand chose autour, il n'y avait pas énormément d'autres systèmes un petit peu plus approfondis. Donc voilà, c'était ça, un spacing jamais optimal, on va dire, des éléments à la fois dans l'initiation et dans la finition intérieure qui n'étaient pas super performants cette année, et puis même un environnement tactique qui faisait que c'était compliqué pour les joueurs d'être efficaces. Oui, puis il y a un côté où même si tu joues plein de pick and roll, le problème c'est que si t'as pas des bons joueurs, du coup tu ne mets pas les tirs à la fin, quoi. Donc il y a un peu cet aspect-là, je pense, et en effet je pense que ça raconte plus de choses sur le talent des joueurs que pour le coup sur le côté tactique de Chauncey Billups, et Dieu sait que j'ai envie de lui taper dessus, quelqu'un qui n'a jamais voulu travailler assistant coach et qui voulait juste qu'on lui donne un poste de coach directement, voire de GM, d'ailleurs, il a aussi réclamé GM, donc j'aime bien lui taper dessus, mais je dois dire que moi je lui tape dessus plutôt pour ça, pour ce côté, j'ai jamais jamais vraiment été assistant coach à part une année où il s'est résigné à le faire, mais je sais pas toi ce que t'en penses, mais juger un peu la tactique d'une équipe à ce point mauvaise et à ce point sans talent, j'aime pas trop le faire, moi, en tout cas. Effectivement, non, c'est sûr. Ceci étant dit, j'ai quand même trouvé que c'était relativement pauvre en termes de... Oui, ça reste simpliste, en termes de structure offensive, parce que mine de rien, on en parlera après, mais il y avait des outils pour moi pour faire des choses intéressantes, ou au moins mettre les jeunes joueurs dans des conditions dans lesquelles ils pouvaient avoir des répétitions qui comptent. Parce que mine de rien, enchaîner des pick and roll mais avec un spacing horrible et aucun mouvement en amont, enchaîner des isolations un peu par défaut, c'est pas non plus ça qui va permettre de développer des Anthony Simons, des Scoot Anderson, Sheldon Sharp, etc. Donc je sais que Baptiste est un peu frustré là-dessus aussi. Je trouvais qu'il y avait quand même des choses à faire avec cette équipe. Et j'ai été un petit peu déçu par ce qui a été proposé tactiquement, même si, évidemment, ça part des joueurs et la qualité, et c'est pour ça que je voulais parler de pick and roll au début, la qualité des joueurs était pas encore là, en tout cas pas pour cette saison, on verra dans le futur. Oui, et puis en plus, une saison classique dont on fait un peu de tanking, donc tout le monde a toujours parfois un peu des blessures à droite à gauche, etc. Donc ouais, un peu décevant. Alors si tu me permets, je peux donner ma première stat du jour, puisque c'est un peu dans la continuité. Première stat du jour, moi j'avais 4, puisque c'est 4, c'est le quatuor de la mort. C'est le carré tragique. Je parle de Charlotte, Détroit, Portland et Washington. 4 équipes à moins 10 de net rating.
Et je le dis parce que c'est quand même une anomalie. C'est d'avoir à ce point autant d'équipes au niveau de la barre symbolique des moins 10 de net rating, donc de différentiel attaque-défense. C'est 4 équipes vraiment très mauvaises. Et donc Portland, bravo, Portland en fait partie. Et pour dire à quel point c'est rare, hein, d'habitude, j'ai regardé depuis plus de 10 ans, on a souvent une équipe qui le fait parfois par an, parfois 0, et parfois 2, mais 4 d'un coup qui sont toutes les 4 à moins 10, c'est rare, c'est inédit, vraiment. Donc un niveau de médiocrité assez élevé cette année pour le coup. Et non, pourquoi je parle de ça, c'est bon, déjà pour le côté net rating, très mauvais, bien sûr, mais quand on regarde un peu dans le détail, comme tu dis, et c'est là où je te rejoins, hein, sur l'attaque, le côté attaque simpliste, etc. On est sur la 29e attaque de NBA et 23e défense, mais l'attaque est vraiment catastrophique, vraiment. Donc c'est pour ça où finalement je veux bien te rejoindre un peu pour taper sur Chauncey Billups, mais en effet on a une attaque assez catastrophique. Et après je parlerai plus de stats collectives, mais on a le 30e IFG. Donc, donc le IFG, c'est l'adresse. Alors, je parle des 4 factors, qui sont les 4 facteurs stats pour définir soit une attaque, soit une défense. Mais donc, si on prend ceux de l'attaque, 30e et bon dernier au premier, donc l'IFG sur l'adresse pure. 30e au niveau des turnovers aussi, donc beaucoup de pertes de balles. 3e élite au niveau du rebond offensif. Voilà. Et puis 21e au niveau des lancers francs, donc pas bon non plus. Et puis, même on continue, un 30e au niveau de l'attaque de demi-terrain. Et 27e d'ailleurs en fréquence de transition, donc ils sont pas très bons sur demi-terrain, ils font peu de contre-attaque, et aussi 27e à l'efficacité des transitions, ils sont 30e et bon dernier à l'efficacité au panier, 30e à l'efficacité sur les short distance, donc ni au panier ni un peu autour du panier, la zone des flotteurs, ils sont bons, 27e aussi à l'efficacité à 3 points. Bref, t'as compris, on est sur une attaque qui est spectaculairement mauvaise en fait. Ouais, et qui en plus fait pas de passes décisives non plus. Il y a ça aussi. Et ouais, alors sur le rebond offensif, j'y ai pensé quand je faisais mes recherches, mais je me suis dit, mais en fait, ils font comme New York, ils jouent le jeu des possessions, sauf qu'en fait, leur true shooting percentage est tellement mauvais que, ou leur IFG, c'est la même chose, c'est la même donnée, mais les tirs qu'ils prennent sont tellement mauvais qu'au final, avoir sur un match 4 ou 5 tentatives de plus, ça va pas t'empêcher de... tu vas quand même avoir un net rating de 10, quoi. Enfin, de moins 10. Et oui, là, je m'étais noté, effectivement... En fait, ce que je trouve dommage, c'est que pour une équipe déjà aussi jeune, mais en plus qui a pas de réelle création sur demi-terrain, je m'étais dit, quitte à être comme ça, autant prendre énormément de tirs à 3 points. Tu vois, et même là, en fait, sur la répartition, ils sont à 64% de tirs à 2 points, 36% de tirs à 3 points. Même là, en fait, ils sont dans le top 5 d'équipes NBA qui prennent le plus de tirs à 2 points. Sur 100, quoi, en répartition. Donc, ils sont même pas tombés dans ce... Voilà, bon, on est déjà pas bon, autant prendre des tirs à 3 points. Statistiquement, on sera meilleur. Et surtout, on va jouer vite, en fait. Moi, c'est ça qui m'a surpris avec des joueurs, Scoot Henderson... Voilà, bon, ça vient peut-être aussi d'Andre Ayton. Je pense qu'on va taper un peu on va tirer sur l'ambulance plus tard. Mais ouais, j'étais vraiment surpris que ça court pas plus que ça. Mais ça vient aussi du fait, en fait, on joue peu de transition quand on n'est pas bon en défense. Et on n'a parlé que de l'attaque, mais même la défense, on est dans les 10 pires équipes de la ligue. Donc, si on génère pas de perte de balles, si on génère pas des tirs compliqués, c'est compliqué d'avoir de la transition derrière. Donc, effectivement, c'est un peu un cercle vicieux qui fait que l'attaque est pas bonne et puis la défense est pas si bonne que ça, donc on n'a pas de panier facile. Alors qu'en plus, bon, il y a des blessures à droite à gauche, on est d'accord, mais l'effectif, et j'en avais parlé je crois dans les previews, l'effectif est pas si mauvais que ça en soi. Tu vois, comparé à d'autres équipes de tanking, Brogdon, c'est compétent. Ayton, c'est pas parfait, c'est compétent. Jeremy Grant aussi. Anthony Simons aussi. Robert Williams. Tu rajoutais Robert Williams sur le papier, comme tu dis, qui était blessé, mais au début de saison, on pensait pas. Mais Matisse Thybulle aussi. Bon, il aide pas beaucoup en attaque forcément, mais c'est quand même un vrai joueur NBA établi, quoi, je veux dire. Voilà, t'as des pièces à droite à gauche. Tu rajoutes aussi Scoot Henderson. On attendait des trucs, on en reparlera. Mais Scoot Anderson, qui était deuxième choix de la draft, qui était le rival de Wembanyama, etc., etc. Bon, il y avait quand même du talent. Ouais. En plus, t'as des gens qui ont émergé, Toumani Camara ou des mecs comme ça, ou Dieu Pris. Et pourtant, il y a quand même un niveau de talent pur, mais il y a pas le résultat. Donc, vous pouvez aller regarder les previews de QI Basket. On avait fait les Blazers. Ou non, c'était quand on avait fait le classement. Qu'on avait fait un live où on présentait tous nos classements. Et moi, en fait, je comprenais pas qu'on mette les Blazers aussi bas.
On les a mis Oui. derrière les Spurs. Et puis en fait, tu regardes le live et puis à un moment, je dis mais les gars, en fait, vous vous rendez compte que dans l'équipe, il y a quand même Ayton, enfin tous les mecs que t'as cités. Et je dis mais vous vous rendez compte qu'ils sont quand même là dans l'effectif. Donc je crois que je les mets même devant les Rockets. J'avais pas vu les Rockets aussi bons cette année. Enfin aussi bons. Au final, ils sont pas si bons que ça, mais voilà. Je les voyais pas. Et en fait, je dis mais c'est pas possible. Même les Grizzlies sans Ja Morant, c'est pas meilleur. Et bah il s'avère que si. Si. Mais ça vient des blessures et puis j'ai une stat là-dessus si tu veux enchaîner. T'as une deuxième stat du jour à nous présenter, alors vas-y, je t'en prie. Ouais. 68. C'est le nombre de minutes passées ensemble sur le terrain par DeAndre Ayton, Sheldon Sharp et Anthony Simons sur la saison. Pourquoi j'ai choisi ces trois-là parce que DeAndre Ayton, bon, c'est... En fait, en termes de production pure, c'est les trois desquels j'attendais le plus. Et je pense que c'est trois pièces centrales de leur corps, en fait, de leur cœur d'effectif. J'exclus Jerami Grant parce que je pense que Jerami Grant aura des velléités de trade ou sera plus utile ailleurs. Mais je me disais, voilà, Ayton, Sharp, Simmons, c'est trois pièces centrales de ton projet. Et cette année, elles ont passé 68 minutes ensemble sur le terrain. Et donc, c'était aussi le deuxième élément de contexte que je voulais donner sur cette équipe. Il y a eu énormément de blessures. On parle pas de Robert Williams en plus, qui a manqué presque l'intégralité de la saison. Mais il y a eu énormément de blessures qui ont empêché cette équipe de prendre un rythme et vraiment de commencer un projet. Donc, si aujourd'hui je suis fan des Blazers, je regarde cette saison et je me dis en fait on n'a pas avancé on n'a pas vraiment avancé quoi. Parce que les répétitions sont pas vraiment là, ou quand elles sont là, elles sont vraiment faites dans un contexte un peu compliqué. Donc voilà, moi c'était ça aussi une de mes frustrations par rapport à cette saison, c'était les membres importants de ton effectif n'ont pas joué ensemble en fait. Oui, parce qu'en plus, c'est les deux jeunes, Anthony Simons et Sheldon Sharp, plus le mec que tu viens de récupérer et que apparemment Portland voulait. Donc c'est vrai que ça a un sens de parler de noyau dur avec eux en particulier, quoi. Et en effet, je pense que les autres il y a un peu vocation à les échanger à terme. Jerami Grant, Malcolm Brogdon d'ailleurs, qui aurait pu être échangé cette année. J'étais étonné qu'il ne le soit pas. Mais même des Matisse Thybulle, même des Robert Williams, voilà, eux ça va se faire échanger, on le sait a priori. Alors que les jeunes, ils sont jeunes et ça compte sur eux. Et puis Ayton, ils sont allés le chercher. Mais oui, effectivement, je pense que peut-être qu'on va s'arrêter là au niveau des stats collectives. Stats collectives. J'en ai plus, t'inquiète. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.